Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la hausse des prix à la consommation qui touche le monde entier. Aux États-Unis, l'inflation est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation a atteint 7% en 2021. Les républicains reprochent du coup à Joe Biden une politique inflationniste avec trop de dépenses et fustigent ce qu'ils appellent la Bidenflation. Même constat dans les pays émergents où les prix de l'alimentation explosent. En Turquie, la hausse des prix est de 40%. Le président Erdogan est qualifié de pompier pyromane. En Europe, l'inflation atteint 5% au mois de décembre. Dans la zone euro, son plus haut niveau en 25 ans. L'impact social est déjà très fort. Au Kazakhstan, par exemple, la révolte a commencé avec l'explosion du prix du gaz. Aux États-Unis, Joe Biden chute dans les sondages. Et en France, en pleine campagne électorale, le pouvoir d'achat devient la première préoccupation des Français. Alors, comment expliquer une telle flambée des prix mondiale? Cela va-t-il durer? Quel est l'impact sur les populations? Quel est l'impact politique? Joe Biden doit-il revoir sa politique économique? Et en Europe, à quoi peut-on s'attendre? On en parle avec mes invités. J'ai à mes côtés Lynn Rifaille. Bonsoir Lynn, chroniqueuse économie France 24. Avec nous également par Skype, Benjamin Coria, économiste, membre des économistes atterrés, auteur du Bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonsoir Benjamin Coria et bienvenue. Alexandre Kateb est également avec nous. Alexandre Kateb, économiste, spécialiste des pays émergents, auteur de Les économies arabes en mouvement. J'entends que vous m'entendez. C'est aux éditions De Buck. Bienvenue Alexandre. Nous allons avoir également en direct de Dakar Sarah Sacco, notre correspondante France 24, donc, qui sera avec nous également dans ce débat. On va démarrer pour justement bien cadrer la situation, bien cadrer le débat avec les États-Unis. Les États-Unis, ce chiffre, on l'a appris hier soir, 7% d'inflation en 2021. C'est le chiffre le plus élevé aux États-Unis depuis 1982. Hors énergie et alimentation, la progression s'élève à 5,5% selon les chiffres publiés donc hier par le Bureau of Labor Statistics. Alors que les salaires, eux, n'ont augmenté que de 4,7% en un an. Benjamin Coria, je voudrais commencer par vous. Comment expliquer une telle hausse des prix aux États-Unis ? Benjamin Coria, comment expliquer une telle hausse des prix aux États-Unis? Est-ce que vous m'entendez? Kateb, Alexandre Kateb, les pays émergents, je disais qu'il y avait le même constat, les pays émergents, les prix agricoles qui ont augmenté d'environ 45% en moyenne depuis le début de la pandémie. Et l'alimentation, d'ailleurs, ça pèse lourd dans les budgets des ménages. Comment l'expliquez-vous, Alexandre Kateb, que dans les pays émergents également, il y a une flambée des prix ? Il y a un petit problème de son avec Benjamin Coria et Alexandre Kateb. Alors, Lynn Rifaille, on va démarrer par vous, justement. Alors, Lynn, cette inflation, vous l'avez dit. Voilà, très forte aux États-Unis, dans les pays émergents et également en Europe. La zone euro, l'inflation en décembre a atteint 5% par rapport à décembre 2020. Là aussi, c'est son plus haut niveau. Oui, alors on va partir sur cette vision globale. Cette inflation, vous l'avez dit, elle touche la zone euro. On est à un plus haut niveau depuis la création de l'union monétaire. Également aux États-Unis, vous l'avez dit, plus forte inflation en 40 ans. Une situation qui s'explique par l'économie post-confinement. On ne peut pas déjà dire post-Covid puisqu'on voit une reprise épidémique au niveau mondial, mais post-confinement. On a assisté à un arrêt brutal de l'activité économique en 2020, une reprise très rapide en 2021. Et cette reprise, elle s'est accompagnée d'une demande qui a augmenté très fortement, d'une offre qui n'a pas pu suivre. Plusieurs raisons à cela. D'abord, donc, il y a eu une demande très forte sur l'énergie. On a vu la flambée des prix de l'énergie alors que ça a démarré par ça. Suivi. Donc, c'est venu notamment des prix de la flambée des prix de l'énergie. D'ailleurs, si on regarde en Europe, la grande partie de l'inflation, elle vient de l'énergie. Une hausse des prix de 26% en décembre pour l'énergie, alors que d'autres biens ont augmenté, mais beaucoup moins. Et puis d'autres biens aussi sont confrontés à des pénurie, on parle aussi de rupture de chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, de problèmes de transport au niveau mondial, de pénurie de main-d'œuvre. Ils surenchérissent en fait les prix, c'est ça qu'il faut bien expliquer, Lynn, justement, parce que ces transports sont plus chers, du coup ça a un impact direct sur les prix à la consommation. En effet, il n'y a plus suffisamment de place sur les navires qui transportent les marchandises. L'énergie coûte plus cher pour le transport de marchandises. Dans les usines qui sont dans les pays à bas coût notamment, il y a eu des confinements puisque ces pays étaient moins vaccinés et donc il y a eu une production qui n'a pas
pas suivi. Il y a eu des pénuries de main-d'œuvre aussi liées aussi à du personnel qui restait à la maison confiné ou qui restait à la maison pour garder les enfants qui n'avaient pas école. Donc il y a eu tout un tas de raisons liées à la reprise post-pandémie qui expliquent aussi cette hausse des prix, une demande qui augmente, une offre qui n'arrive pas à suivre pour une multitude de raisons. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne tout de suite sur la zone euro. Je pense qu'Alexandre Kateb nous entend. Alexandre Kateb, donc spécialiste des pays émergents. Justement, votre réaction face à... Non, on vient de m'informer qu'on ne nous entend toujours pas. En revanche, nous avons Sarah Sacco qui est avec nous, donc en direct de Dakar. Sarah, je sais que vous êtes à un marché parce qu'on parlait des pays émergents, mais également en Afrique de l'Ouest. Les prix flambent et en l'occurrence, on voit l'impact sur les marchés. Oui, bien sûr, Stéphanie, tout est cher. Voilà ce que nous ont dit les personnes avec qui nous avons discuté ici au grand marché du centre-ville dakarois. Alors, ils parlent du prix des légumes, plus 50% le kilo de patates ces derniers mois, le chou, la carotte. Une dame m'a dit, il y a certains légumes que nous n'osons plus toucher. Les gens expliquent changer les recettes. Vous savez, le plat national, le riz au poisson, s'accompagne de toute une gamme de légumes. Eh bien, certains n'achètent que quelques légumes pour décorer ce riz. Il y en a d'autres qui n'arrivent même plus à faire donc assez de quantité pour la famille élargie, puisque les gens ici, en général, quand ils cuisinent en grande quantité, vivent en communauté. Donc, situation difficile, tout est cher, vraiment, tout le monde s'accorde pour dire cela. Alors, les Dakarois sont habitués à ce que les prix fluctuent sur les marchés, selon les saisons, en période de fête, par exemple, mais tout le monde s'accorde à dire que cette année, eh bien, cela est ressenti de manière beaucoup plus importante. Alors, autre signe de l'inflation, c'est vraiment l'explosion, et je pèse mes mots, du prix des loyers à Dakar. Le secteur de l'immobilier avait publié un chiffre il y a quelque temps, plus 250% en 20 ans, et une hausse qui continue donc d'augmenter au même rythme. Les gens n'arrivent tout simplement plus à se loger. Alors comment font-ils ? Eh bien, ils se déplacent, ils vont beaucoup plus loin, ou alors ils n'arrivent pas à s'installer. Par exemple, les jeunes ménages, les jeunes travailleurs, c'est la galère, c'est vraiment le mot, avec à la clé évidemment une perte du pouvoir d'achat, une perte de la qualité de vie. Merci beaucoup Sarah Sacco, donc en direct de Dakar. Lynn, un mot sur l'Europe, puisqu'on n'a toujours pas nos invités. On a un petit problème de son avec Benjamin Correa et Alexandre Kateb. Dans la zone euro, alors on n'en est pas justement à ces chiffres que vient de dévoiler Sarah Sacco à Dakar, mais tout de même en décembre, elle a atteint 5% par rapport à décembre 2020. Et ça, c'est aussi son plus haut niveau depuis le début de l'Union monétaire. Oui, un plus haut niveau depuis le début de l'Union monétaire, alors que pendant des années, souvenez-vous, la zone euro peinait à avoir un peu d'inflation. En 2015 même, il y a eu la mise en place de la planche à billets, le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif, justement pour créer un peu d'inflation parce qu'on était plutôt face au risque de déflation qui est beaucoup plus dangereux pour l'économie. Et aujourd'hui, donc, la situation s'inverse subitement avec cette reprise économique post-confinement. On se retrouve avec une inflation très forte. Alors, cette inflation en zone euro, elle ne touche pas tous les pays de la même manière. On voit ici, ça c'est 5%. C'est la moyenne sur un an, mois de décembre 2021. Mais si on compare les pays de la zone euro, on voit que certains sont beaucoup plus touchés que d'autres. Par exemple, c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui a une sorte de traumatisme avec l'inflation, avec les années 20, l'hyperinflation, justement. Elle est aujourd'hui confrontée à une inflation qui est assez forte, 5,7%. Elle est au-dessus de la moyenne de la zone euro. D'autres pays sont en dessous de cette moyenne de la zone euro, même si l'inflation est également forte. Vous le voyez, 4,2% en Italie, 3,4% en France, selon justement l'indice des prix à la consommation harmonisé par Eurostat qui permet les comparaisons. Alors, il y a des différences entre pays européens, il y a des différences aussi entre les sources de l'inflation. Il y a l'énergie qui pèse énormément, 26% d'augmentation des prix de l'énergie en zone euro, ça pèse beaucoup dans l'indice des prix à la consommation, mais il n'y a pas que l'énergie qui pèse. Il y a aussi l'alimentation. Donc, on en parlait avec Sarah, notre correspondante, mais la zone euro est aussi donc impactée par la hausse des prix de l'alimentation. Vous le voyez, 3,2% d'augmentation et les Européens le voient avec le prix de certains biens alimentaires qui augmentent fortement. Par exemple, en termes de matières premières, il y a le blé qui augmente énormément. Le blé dur qui entre dans la fabrication des pâtes. D'où l'augmentation du prix du pain.
Et le prix du pain avec le blé tendre qui augmente également. Cela est notamment dû à des raisons climatiques, des sécheresses, notamment au Canada qui est le premier producteur ou un des principaux producteurs de blé dur. Donc on le voit, ça se répercute. Il y a aussi une augmentation par exemple du prix du beurre et cela se ressent sur le prix des viennoiseries, sur le prix de la fameuse galette des rois. On est en pleine saison actuellement en France. Donc cela augmente beaucoup moins que l'énergie, mais cela augmente beaucoup et cela pèse sur le consommateur. Éline, justement, ça devient un thème de campagne. On est en pleine campagne présidentielle. Vous allez la suivre d'ailleurs avec cette nouvelle émission qui démarre demain, Écho de campagne. En France, le pouvoir d'achat est le premier sujet des Français, de préoccupation des Français. Oui, alors souvent au cours des campagnes présidentielles, ça a été un des principaux, voire le premier sujet de préoccupation, mais il est d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans un contexte inédit depuis de nombreuses années d'une inflation qui accélère à 3,4% si on prend le chiffre harmonisé au niveau européen, donc sur un an, 3,4% en décembre 2021. Si on revient un an en arrière, en décembre 2020, tenez-vous bien, le taux était à 0%, l'inflation était nulle. Et d'un coup, en une année, on est à 3,4%. Donc on le ressent. Et les Français le ressentent, c'est une préoccupation majeure quand ils font leurs courses, ils ressentent cela. Les Français les plus modestes le ressentent aussi parce qu'ils consacrent une part beaucoup plus importante de leur budget à la consommation courante, donc ils ressentent cela davantage. D'où des mesures du gouvernement en cette période électorale pour justement limiter cette hausse des prix ou plutôt cette perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs, le chèque énergie, l'indemnité inflation en fin d'année dernière, donc des mesures, mais aussi les candidats à l'élection s'emparent du sujet pour faire des propositions. Certaines propositions concernent l'augmentation du salaire minimum, d'autres concernent la baisse des charges ou des cotisations patronales sur les bas salaires. Donc, il y a une multitude de propositions qui sont faites pour justement répondre à la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat. Alexandre Kateb, économiste spécialisé des pays émergents, on m'entend. On m'en dit qu'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Bon, merci Je vous entends, Alexandre. tout à fait. Alors, justement, on parlait des pays émergents et on a vu donc à Dakar, hein, donc pays africain, donc là aussi, donc il y a vraiment des prix à l'alimentation qui flambent. Les prix agricoles ont augmenté de 45% en moyenne depuis le début de la pandémie. Pourquoi, Alexandre Kateb? Les prix agricoles ont augmenté comme tous les prix parce que la pandémie a eu un impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement et sur les chaînes de distribution. Et ça a également touché le secteur agroalimentaire et agricole. À cela s'ajoutent d'autres facteurs comme le rebond très fort des prix de l'énergie après sa chute en 2020, après la chute du pétrole. Le prix du pétrole a rebondi et avec lui, ça a entraîné un rebond de toutes les matières premières agricoles notamment qui utilisent de l'énergie comme intrant. Donc ça peut s'expliquer par ces différentes raisons. Est-ce que ça va durer, Alexandre Kateb? Alors, d'après les agences officielles, on devrait assister à un tassement de cette hausse des prix, mais ça pourrait prendre quelques trimestres, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre à ce que les prix baissent avant 2023 au plus tôt. Et donc, il y a une période un peu difficile à gérer, qui est cette période où les prix vont continuer encore à augmenter sur leur lancée, ou en tout cas rester à un niveau relativement élevé. Mais on peut dire qu'on entre dans une période inflationniste, en tout cas pendant les années qui viennent, dans les pays émergents? C'est pas certain. C'est pas certain parce que là, on est vraiment encore la tête dans le guidon, si j'ose dire, avec la pandémie et ses conséquences immédiates. Et cette inflation qu'on constate aujourd'hui est en grande partie liée à ces développements qui sont sans précédent, y compris pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc on peut aussi assister à un retour à la normale d'ici 2-3 ans, d'autant plus que en fait, la hausse des prix a eu un impact positif dans la mesure où elle a stimulé l'investissement, et notamment l'investissement dans tous les produits manufacturés, dont les prix ont augmenté et dont la demande a augmenté. Et on devrait constater en fait l'impact bénéfique de cet investissement dans les années qui viennent, y compris en Chine et y compris dans les pays occidentaux. Donc il n'y a pas que des points négatifs. Benjamin Correa, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Magnifique. Benjamin, comment expliquer une telle hausse des prix aux États-Unis? J'avais démarré l'émission par cela parce que le chiffre est tombé hier soir, 7% d'inflation en 2021. C'est un plus haut. Comment l'expliquer aux États-Unis?
Écoutez, je crois que c'est une surprise pour beaucoup de monde, hein, ce niveau-là, hein. Donc, c'est pas très facile à expliquer. Bon, en tout cas, les éléments dont on dispose, c'est que la politique extrêmement laxiste donc de la Fed pendant très longtemps, conjuguée au plan de Biden, dont il semble bien quand même qu'il n'a pas été extrêmement bien calibré du point de vue du timing, hein, si je peux dire, et qui est très important, hein, puisque c'est de 2400 milliards de dollars. Bon, venant sur une situation que maintenant on connaît bien et qui est mondiale, de rupture de chaîne d'approvisionnement, de compétition pour les matières premières, parce qu'il y a des pays qui continuent à croître relativement vite, et puis il y a des pays qui ont un peu davantage que nous échappé à la crise, en particulier en Asie, et qu'elles se précipitent sur les matières premières pour alimenter leurs appareils productifs. Bon, voilà les éléments dont on dispose. Mais, je veux dire, il ne faut pas comment dire, laisser supposer que c'était évident une telle explosion de l'inflation. C'est un vrai problème. Alors justement, Benjamin Correa, il y avait déjà un débat aux États-Unis depuis un an avec notamment l'ancien conseiller Larry Summers qui disait que les plans de relance de Joe Biden, il y en a 2 qui sont passés, hein, le 3e pour l'instant a été retoqué au Sénat, allaient avoir un impact inflationniste, alors que d'autres disaient non, ça n'aura pas d'impact inflationniste. Est-ce que finalement Larry Summers ou même d'ailleurs l'ancien chef économiste du FMI, également Olivier Blanchard, alertait sur cet impact inflationniste? Ils ont raison. Effectivement, le plan de relance a un impact inflationniste aux États-Unis? Oui, je pense que dans l'immédiat, on peut pas vraiment leur donner tort, hein. Il y avait eu, si vous voulez, il y a 2 aspects, hein, sur les plans de relance de Biden. Le fait qu'ils étaient, au fond, justifiés, à la fois pour réparer les infrastructures, à la fois pour réparer le tissu social, etc. Bon, moi, je suis de ceux que c'est le cas, hein. Alors ensuite, le moment dans lequel ils ont été lancés et le niveau auquel ils ont été lancés faisait davantage débat. Et on ne peut pas dire que ceux qui mettaient en garde sur le fait qu'il fallait bien veiller au timing et au volume avaient tort, hein. Je crois que sur le fond, ils avaient raison d'alerter. Et une partie de l'inflation à laquelle on assiste est sans doute liée à ça. Encore une fois, il faut rester prudent sur l'interprétation parce que c'est une vraie surprise. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Vous ne l'attendiez pas à ce niveau-là. Et Joe Biden non plus, d'ailleurs, qui chute dans les sondages, d'ailleurs, en conséquence, parce qu'effectivement, l'inflation a un impact social, on l'a vu, elle accroît la pauvreté, mais elle a aussi un impact politique. Et on va le voir justement en Turquie. On va retrouver notre correspondant Ludovic de Foucault. En Turquie, alors la politique du président Erdogan a un impact, alors pour le coup, on peut le dire, bien inflationniste, puisqu'il y a une flambée des prix qui se rapproche de 40%. La hausse du prix du pain est de 54% en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a voulu la croissance à tout prix. Finalement, Ludovic, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une sorte de pompier pyromane, Erdogan? La monnaie qui dégringole. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Erdogan, pompier, pyromane, écoutez, pompier, on peut probablement le dire parce qu'il a quand même décidé de réévaluer le salaire minimum. Il a augmenté de 50%. Il s'est dit prêt ces derniers jours à une nouvelle réévaluation si la situation l'exigeait en juillet. Il a aussi donné un coup de pouce, décidé d'un coup de pouce aux retraites et aux pensions privées en injectant de l'argent public. Mais il faut dire que les effets de ces mesures sera très certainement limités par les hausses importantes des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, des transports publics, plus 125% de factures d'électricité pour certains ménages en Turquie quand même. Et puis pyromane parce que au-delà du contexte international que vous avez rappelé avec Lynn et vos invités, la raison principale qui explique la situation actuelle en Turquie et l'inflation galopante, c'est la politique monétaire voulue par le président turc. La Banque centrale turque, sous la pression présidentielle, a décidé depuis septembre dernier d'abaisser de 500 points son taux d'intérêt directeur.
et cela a considérablement affaibli la monnaie nationale, la livre turque, qui a perdu plus de 45% de sa valeur face au dollar sur 2021, et ça conduit mécaniquement à de l'inflation. Donc officiellement, plus 36% d'augmentation des prix en décembre 2021 par rapport à décembre de l'année précédente, c'est-à-dire l'augmentation la plus importante enregistrée en Turquie ces 19 dernières années. Et on observe aujourd'hui que les Turcs eux-mêmes ne font pas ou plus confiance dans leur monnaie nationale. 60% des dépôts bancaires en Turquie sont soit en dollars, soit en euros. Alors est-ce que ça aura des conséquences politiques pour le président ? C'est la question qu'on se pose, Ludovic. Les dépenses les Ludovic. plus importantes pour les ménages, exactement, les postes de dépenses les plus importants pour les ménages turcs, c'est le logement, l'alimentation, le transport, et ce sont précisément les postes de dépenses qui ont explosé ces derniers mois, particulièrement ces dernières semaines. Et les ménages les plus touchés sont les ménages modestes, les classes populaires, les classes moyennes inférieures, qui constituent traditionnellement le cœur de l'électorat de l'AKP. Donc oui, il y a un risque politique évident pour le parti présidentiel avant les élections qui auront lieu, ou qui sont censées avoir lieu en tout cas en juin 2023. Merci Ludovic, donc en direct d'Istanbul. Alexandre Kateb, c'était pourtant l'hyperinflation, me semble-t-il, qui avait d'ailleurs porté Erdogan au pouvoir en 2000. La Turquie, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Il a limogé, lui, 3 gouverneurs de la Banque centrale, alors que 2 tiers des dépôts d'épargne sont en devises et qu'il y a une inflation importée extraordinaire. La Turquie, aujourd'hui, est extrêmement fragilisée. Oui, tout à fait. On peut dire que la politique économique du président Erdogan est très hétérodoxe dans la mesure où il prétendait que la baisse des taux d'intérêt en fait se traduirait par une baisse de l'inflation, ce qui va à contre-courant de toutes les théories économiques établies. Et en l'occurrence, le résultat est désastreux. Donc l'objectif, c'était peut-être de soutenir à tout prix la croissance et le pouvoir d'achat, mais en réalité, le résultat est l'inverse. L'erreur qu'a faite Erdogan, c'est que la Turquie est un pays qui dépend beaucoup des financements extérieurs, notamment des financements à très court terme pour sa balance courante. Et du coup, en fait, cette défiance des investisseurs vis-à-vis de l'économie turque a accéléré la dégringolade de la monnaie et les difficultés de financement qui vont avec dans un cercle vicieux. Contrairement à des économies relativement fermées, l'économie turque est très ouverte. Et donc, toute mesure de politique monétaire a un impact direct sur le taux de change. Et donc, il peut s'en sortir. Est-ce que la Turquie peut retrouver un taux d'inflation à peu près normal, c'était quand même une puissance régionale, une puissance économique? Il peut s'en sortir, mais ça va passer probablement par des solutions relativement douloureuses, par une reprise en main en fait au niveau de la politique monétaire et une politique de rigueur budgétaire. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui le président Erdogan est prêt à cette éventualité, mais ça s'imposera quoi qu'il veuille, parce que les faits sont têtus et aujourd'hui, ce président se heurte au mur des faits et des réalités économiques et sociales. Il va devoir revenir effectivement sur sa politique. Lynn, justement, difficultés économiques et sociales, l'impact social, bien sûr, de l'inflation, c'est la pauvreté, c'est également l'accroissement des inégalités. On a vu au Soudan, d'ailleurs, que la révolte a démarré avec la hausse du prix du pain. Au Kazakhstan, plus récemment, c'était la hausse des prix du gaz. Donc, effectivement, il y a une contestation sociale qui va directement avec l'inflation puisqu'elle entraîne la pauvreté. Oui, parce que mécaniquement, l'inflation, elle touche, je le disais tout à l'heure, les ménages les plus modestes, les plus pauvres, et pas seulement dans les pays en développement, dans les pays pauvres, mais partout. Pourquoi cela ? Parce que les ménages les plus modestes sont ceux qui vont consacrer la part la plus importante de leur budget. On parle en économie de propension marginale à consommer. C'est eux qui ont cette propension marginale à consommer, ou cette part du budget la plus importante consacrée à la consommation. Parfois, ils n'épargnent pas du tout. Et donc, dès que les prix augmentent, les prix de l'alimentation, les prix de l'énergie, les prix des logements, ils sont directement touchés et ils n'arrivent
plus à joindre les deux bouts. Ils sont touchés par, d'une part, certains tombent dans la pauvreté, les plus modestes, et puis les inégalités s'accroissent. Pourquoi ? Parce que les ménages les plus riches sont moins touchés. Eux peuvent épargner, eux ont plus de marge de manœuvre pour faire face à ces hausses de prix et sont donc moins concernés par cela. Benjamin Correa, l'inflation, ça entraîne des contestations sociales dans les différents pays. On vient de comprendre pourquoi. C'est ce qui a été dit par notre invité. Ça touche plus fortement les bas revenus. Je regardais quelques statistiques là, justement pour préparer l'émission, et dans nos pays, c'est-à-dire dans les pays riches, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., on a des situations dans lesquelles on a maintenant plusieurs millions de personnes qui étaient un peu sur le fil du rasoir et qui sont dans des arbitrages sur se chauffer ou s'alimenter. Donc je veux dire, c'est très sérieux, et pour la raison que les hausses, d'une part, touchent principalement l'énergie, par ce biais l'alimentation, et le fait que des millions de ménages qui étaient, on peut dire, juste à flot, ne le sont plus. Donc, est-ce que ça va se traduire par des mouvements sociaux ? Bon, l'avenir le dira, mais dans tous les cas, ces personnes vont devoir bouger, parce que là, elles perdent pied. Donc, on va assister à des choses importantes à ce niveau. Alexandre Kateb, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisqu'on a vu l'impact social, l'impact politique. Maintenant, la politique doit reprendre le dessus pour justement lutter contre cette inflation. Tous les regards, bien sûr, sont tournés vers la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. Va-t-elle ou pas ? On a entendu Jérôme Powell cette semaine qui a dit qu'il a promis d'agir en conséquence. Est-ce qu'il va augmenter les taux d'intérêt ? Parce qu'on sait que ça, s'il le fait, ça aura un impact très important dans les pays émergents. Bien sûr, ça aura un impact très important, d'ailleurs, plus peut-être dans ces pays-là qu'aux États-Unis, puisque cet impact sera ressenti sur les taux d'intérêt dans ces différents pays, qui sont liés d'une manière ou d'une autre à celui de la Réserve fédérale, par les taux de change, etc., et les échanges commerciaux et financiers. Et donc, ça peut provoquer une sorte de choc, comme à l'époque, il y a eu le choc Volcker au début des années 1980. Eh bien là, on pourrait avoir le choc Powell. Alors les effets seront différenciés parce que certains pays émergents, certains grands pays émergents, la Russie par exemple, ont anticipé ce resserrement de la politique monétaire et l'ont mis en œuvre avant que les Américains ne réagissent. Et donc, on peut penser que dans ces pays-là, l'impact sera relativement modéré. Mais dans des pays qui ne s'y sont pas préparés, le cas de la Turquie est emblématique. Là, je pense que l'impact sera vraiment très, très négatif, en effet. Benjamin Correa, est-ce qu'effectivement, Powell, donc le patron de la Fed, va augmenter les taux? Est-ce qu'on va vraiment vers un resserrement monétaire maintenant, justement, que ça fait vraiment un moment qu'on en débat aux États-Unis? Est-ce que ces 7%, c'est un seuil qui fait qu'on va basculer dans une autre politique monétaire? Écoutez, je pense que ce qui était prévu et annoncé par la Fed et d'ailleurs par la Banque centrale européenne, c'était progressivement, effectivement, d'abandonner le laxisme monétaire et de commencer à racheter beaucoup moins d'actifs de manière à ce que les bulles qui se sont constituées puissent, évoluer et se dégonfler lentement, en essayant d'éviter leur explosion. Bien, cette inflation et cette crise, parce que, si vous voulez, c'est très paradoxal, parce que les taux de croissance ne sont pas mauvais, ils sont même plutôt bons dans différents pays, mais ça s'accompagne de déséquilibres, de ruptures d'approvisionnement et de montée des prix. Donc, cette situation nouvelle et inattendue, d'une certaine manière, va sans doute calmer les esprits.
j'ai vu que, par exemple, Madame Lagarde, en ce qui concerne la BCE, annonçait des choses rassurantes en disant on ne va pas mettre fin à notre programme de rachat. Bien. La Fed ne l'a pas encore dit aussi clairement, mais très probablement, ils vont calmer le jeu. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est la question qui est ouverte. Et c'est vrai Est-ce que que ça va là-dessus, suffire? Est-ce que ça ne va pas casser la croissance, paradoxalement? voilà. On est un peu dans une situation de dilemme compliqué, parce que si on diminue, on essaye de diminuer la bulle et les bulles monétaires, on risque d'accélérer les ruptures et donc de casser la croissance. Et si on continue à alimenter comme si de rien n'était, eh ben, l'inflation vient nous dire halte là. Donc, je veux dire, le fine-tuning, hein, le réglage fin, est revenu à l'ordre du jour de manière plus prégnante que jamais. Lynn, Ce qu'on craint, ce Stéphanie, réglage fin, justement, dont parle, parce que ça fait un moment, on parlait plus du tout de l'inflation, hein, il faut quand même le non, dire. on parlait plus Et bien. puis, et tout d'un coup, là, ça revient, phénomène mondial. On a parlé de l'augmentation des prix de l'énergie, et là, on se rend compte, hein, vous l'avez bien expliqué, que ça rentre vraiment dans les différents secteurs de l'économie et que ça devient une vraie problématique. Alors, ce qu'on craint, ce qui a été mentionné à maintes reprises par les analystes de marché, notamment ces derniers mois, ces dernières semaines aussi, c'est la crainte du retour de la stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique et une forte inflation. C'est le phénomène qu'on a vu dans les années 70, notamment dans de nombreux pays avancés, où l'inflation accélérait et en même temps la croissance n'allait pas assez vite et on était dans ce Donc ça, c'est ce qui est le plus cercle terrible. vicieux-là. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux économistes qui disaient non, il ne faut pas avoir peur de cela, puisque l'inflation est certes là, mais elle ne devrait pas durer au-delà d'un certain temps, au-delà de l'année 2022, en tout cas c'est ce qu'on disait ces dernières semaines-là, et les fondamentaux qui expliquaient la très faible inflation, dans les économies avancées en tout cas, sont toujours là, on est toujours, et qui expliquent aussi une croissance qui n'est pas très forte, on est face à une démographie qui reste relativement faible dans ces pays-là, on est face à des taux d'épargne qui sont importants, et donc si on regarde vraiment le long terme, l'idée d'une stagnation séculaire, d'une croissance basse, d'une inflation qui ne décolle pas, ils sont toujours là une fois que le choc de la Covid-19 serait passé. Donc ça veut dire quoi, Alexandre Kateb, pour vous justement, cette finesse qu'il va falloir utiliser en politique économique, en politique monétaire? Est-ce qu'il va falloir que cette politique monétaire s'accompagne de restrictions également du côté budgétaire? Comment ça va se passer? Dans l'idéal, il faut trouver le bon policy mix, effectivement, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Mais je dirais que ce qui est important pour moi, la variable principale qu'il faut surveiller, c'est les taux à long terme. Parce que ce sont ces taux-là qui conditionnent en fait le financement des projets d'investissement et donc, in fine, la croissance économique. Les taux à court terme impactent beaucoup plus les acteurs financiers. Et donc, Et où ce en qu'on sont voit les taux à aujourd'hui, long c'est que terme, justement, Alexandre Kateb? les taux à long terme aujourd'hui restent relativement stables en dépit des annonces de resserrement monétaire, parce que d'une part, les anticipations d'inflation à long terme restent ancrées à un niveau relativement faible. Et donc là, on peut dire que soit c'est un succès de la politique menée par la Fed et les autres banques centrales, soit c'est parce que il y a les facteurs démographiques, etc., qu'évoquait Lynn, qui conduisent à une croissance structurellement faible à long terme et que la menace déflationniste l'emporte sur la menace inflationniste en réalité. Mais je pense que globalement, ça montre qu'aujourd'hui, la situation reste sous contrôle à ce niveau-là. Il faudra la surveiller, bien entendu, parce que si on s'aperçoit que l'inflation persiste beaucoup plus que ce qui est prévu et annoncé par les différentes banques centrales, à ce moment-là, les anticipations pourraient aussi être révisées à la hausse. Et dans ce cas, les taux d'intérêt à long terme pourraient également remonter. Benjamin Coriab, on a vu pendant la dernière crise financière que les banques centrales étaient
au rendez-vous, qu'elles avaient évité justement le pire. Est-ce que là, on peut faire confiance justement à ces banques centrales, à la Fed, à la Banque centrale européenne, à la Banque de Londres aussi, parce que l'Angleterre connaît également un très très fort taux d'inflation pour justement contrôler la situation? Je pense qu'évidemment, elles vont s'efforcer de faire en sorte que le passage soit le moins douloureux possible. Mais il y a deux éléments qui tempèrent, on va dire, le relatif, pas optimisme, mais disons l'évaluation pas trop inquiète, si je peux dire, qui a été faite. Ces deux éléments, c'est que d'un côté, quand on dit les conditions pour éviter la stagflation, ou en tout cas pour revenir à une croissance non inflationniste sont réunies, moi, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu, pourquoi? Pour deux raisons. Et c'est ça un peu les deux éléments qui tempèrent, on va dire, une vision qui serait béatement optimiste ou simplement optimiste. Le premier élément, c'est que la mondialisation des échanges, qui était à la grande base de la lutte contre l'inflation, parce que on avait les prix les plus bas qui arrivaient de partout dans le monde et sur tous les marchés, et en particulier les États-Unis. Eh ben, de la Chine. La Chine. C'est fini ça, c'est fini. Hein. Ça veut dire que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les différentes guerres commerciales qui se préparent, la taxe carbone aux frontières qui va se faire d'une manière ou d'une autre, va ralentir et pour partie bloquer les flux d'échange. Donc je veux dire, cet élément de tempérance, la globalisation, à mon avis, elle a eu quand même beaucoup d'effets négatifs. Mais elle avait cet effet positif-là, c'est qu'elle tenait les prix bas. Bien. Mais ça n'a plus existé. Et donc, a priori, vous pensez qu'il va y avoir un maintien des prix élevés? Moi, je pense que ceci tempère l'optimisme qu'on peut avoir. Hein. C'est-à-dire que ce facteur perturbateur-là, à savoir une globalisation entravée, va pas permettre un retour aisé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les taux d'intérêt. Alors, effectivement, les taux d'intérêt sur le long terme, pour le moment, n'ont pas encore beaucoup bougé, mais comment dire, la dette qui, pour les pays riches, en tout cas, était jusqu'à présent gratuite, a cessé de l'être. Hein. L'Italie, maintenant, elle est à plus de 1% de spread. La France est repassée en territoire positif. Et puis, j'ai lu un petit papier qui disait que en Allemagne, on était en émoi parce que on avait failli repasser en niveau positif. Bien, ça n'a pas été le cas. Mais, comment dire, voilà, ça c'est le deuxième élément qui amène à considérer que les choses peuvent être plus difficiles que prévu. En tout cas, l'inflation, donc, pour reprendre le titre de cette émission, c'est véritablement le défi de 2022 à vous entendre. Merci beaucoup Benjamin Correa d'avoir été avec nous. Merci Alexandre Katev, merci à Sarah Sacco, merci à Ludovic de Foucault, merci Lynn Rifaille. Donc l'émission, ça démarre demain. Écho de campagne, ça sera à 17h15 sur France 24. Merci à vous tous de l'avoir suivi et restez avec nous.